historique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Match nul frustrant hier au Roazhon Park, un partout entre Rennes et Le Havre dans un match très haché et dominé tout de même par les Rouges et Noirs. Les hommes d'Habib Beye freinés dans leur course à l'Europe. On va revenir sur ce match dans le débrief, sur les prestations individuelles également dans les tops et les flops. Un long débat sur Jérémy Jacquet qui agite le marché des transferts et un coup de cœur pour la prise de position d'Habib Beye à ce sujet hier en conférence d'après-match. Le lundi c'est Rosie, la 93e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Bonjour à tous et bienvenue dans le lundi c'est Rosie, que vous nous écoutiez en podcast, que vous nous regardiez sur YouTube ou bien sur la plateforme France Télévisions. Merci d'être avec nous une semaine de plus, n'hésitez pas à vous abonner, je dis ça pour ceux qui nous regardent sur YouTube justement. Voilà, on veut des abonnés, on en veut toujours plus. J'espère que vous serez encore un petit peu plus nombreux cette semaine à nous regarder. À mes côtés, pour revenir sur ce Rennes-Le Havre et pour revenir sur l'actualité de nos Rouges et Noirs, il a réussi quelque chose de très rare dans le football. Un comeback réussi. C'est rare quand on retourne dans un club et que ça marche. En tout cas, ça marche pour l'instant. Alexandre Leroyer est avec nous. De retour à l'US Saint-Malo et buteur pour son retour à Marville dans le derby de la Rance face à Dinan ce week-end. Salut Alex. Bonsoir François. Heureux d'être de retour à l'USSM. Très heureux, très content. Surtout que maintenant, je peux redire la plus belle patte droite de la Côte d'Émeraude. Parce que du Nord 44, c'était plus pénible. Donc bravo Alex pour ce but. Vous m'avez dit qu'il ressemblait un petit peu... C'est ça, au but du Havre. C'est le but du Havre. C'est ça. Donc pas forcément très joli, mais c'est une frappe en dehors de la surface. C'est votre spécialité, ça fait ça. but. C'était moins sa spécialité, les frappes en dehors de la surface. Oui, je crois en tout cas. Pas de comeback. Pas de comeback, c'est vrai. C'est le boss du Stade Rennais Historic Club qui est avec nous, Cyril Lelgouache. Comment ça va Cyril ? Ça va. Et toi ? Très bien, très bien. Pas mal de choses à organiser peut-être avec l'anniversaire du club à venir ou... Ouais, un peu de... ouais, on en reparlera, mais il y a un petit peu de boulot, ouais. J'imagine. Bon, on espère qu'on verra beaucoup d'anciens joueurs. On sait que le 22 mars, oui. normalement, devrait y en avoir pas mal pour les célébrations qui auront lieu lors du match face à Metz. Nos supporters avec une supportrice et une joueuse, c'est sa première dans le lundi c'est Rosie, la joueuse du CPB Bréquigny. Manon Tessier est avec nous. Salut Manon. Salut François. Bienvenue, supportrice, joueuse. Mais très grosse supportrice rouge et noir même, si j'ai bien compris Manon. Ouais, depuis plusieurs années, depuis que je suis toute petite même. Abonnée au Roazhon Park même. Abonnée au Roazhon Park, ouais. Et vous étiez hier pour ce Rennes-Le Havre au stade. C'est ça. Dont on va parler dans un instant. À vos côtés, lui c'est les voyages européens, mais c'est le Roazhon Park aussi. Notre gazier de la planche, Julien Boucher, est là. Salut Julien. Salut François. Vous êtes remis tous de ce match un peu frustrant, non ? Oui, complètement frustrant. Ouais. Ouais, complètement frustrant, ok, Ah ouais. Très bien. Bon, je sais un petit peu de quoi on va parler, mais je crois que voilà, c'est un petit peu le terme qui définit le mieux ce match, la frustration. Tout de suite, le résumé de ce Rennes-Le Havre et on débriefe ça dans un instant. Et attention à Ebenok qui va transmettre sur le côté droit la progression havraise. Il y a un 3 contre 3 peut-être à jouer pour les Havrais. Le crochet intérieur, la passe pour Rasoul Ndiaye à l'entrée de la surface. La frappe d'Ndiaye, c'est contré et le but. Aïe 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 aïe, le but Havrais. Très très heureux ce but des Havrais. Il n'est pas en jeu le joueur qui dévie. Je pense que malheureusement Ali Doucet nous couvre et c'est terrible. Les Rennais qui sont menés dans cette rencontre. Ils poussaient pourtant dans cette deuxième période. Ils étaient largement dominateurs sur la seule, on va dire, situation havraise de cette deuxième période. C'est la première fois qu'ils se présentent aux abords de la surface de Brice Samba, les hommes de Didier Digard. Ils ouvrent la marque. C'est Rasoul Ndiaye, je crois, qui est buteur sur ce coup-là. Et ça fait 1-0 pour le Havre dans cette rencontre. Ludovic Blas sur l'aile droite. Ludovic Blas qui va avoir l'appel d'Ali Doucet, qui va s'en servir pour se mettre sur son pied gauche centré. La tête. Oui, l'égalisation rennaise. C'est Brel Mbolo qui égalise pour les Rennais au deuxième poteau. S. Mbolo, Esmeïté. Je me pose la question, j'espère qu'ils ne se gênent pas et qu'ils ne sont pas en position de hors-jeu aussi. On verra, mais en tout cas ils sont allés gagner leur duel au deuxième poteau sur cet amour de ballon de Ludovic Blas qui s'est bien servi de l'appel dans son dos de Sédou pour repiquer intérieur. Mbolo assure le banc que le but est valide, qu'il n'y a pas de problème. But de Brel Mbolo partout au Roazhon Park après 87 minutes de jeu et on veut une fin de match de dingo maintenant. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief.
Pour l'affichage, c'est Mambimbi, pour être précis, parce que c'est Ndiaye qui tire et c'est ce que je dis à l'antenne, mais celui qui marque et qui dévie la frappe. Alors c'est un but pas très volontaire, c'est Mambimbi. On a aussi cru un moment que Rennes avait fait l'exploit en marquant juste derrière. Désolé toutes les fausses joies qu'on a fait, parce qu'à la radio c'est encore pire pour les gens qui nous écoutent, et on a hurlé un petit peu fort sur le but qu'on a pensé vainqueur de Kader Meïté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Je crois qu'on le disait juste avant, Alex Leroyer, frustrant. Oui, très frustrant, oui, parce qu'avec une équipe du Havre qui n'était pas non plus très forte, et en plus on pouvait faire un gros coup au niveau classement. Et c'est votre regret principal, c'est de ne pas faire le... Clairement, tu passes devant Lille, donc on est 4e je crois après. Donc c'est frustrant, et au final on fait un partout contre une équipe du Havre, encore une fois, pas emballante quoi. Ouais, un peu limité. Ouais. Frustrant ce match, Cyril. Oui, puis, une équipe du Havre effectivement très décevante, et quand on dit très limité, j'ai trouvé. Enfin, c'est la pire équipe que j'ai vue depuis le début de la saison. Ah ouais, carrément. Ah ouais. En plus, pas dans l'esprit, mais c'est non. J'étais. On est très nettement supérieur à ce type d'équipe. Courageux et combatif, disait leur comité manager, sur le réseau en parlant des Havrais. Généreux, généreux. Très généreux. Ils ont fait des courses. Il y avait de l'intensité dans tous les duels, les contacts, etc. Non, ça on peut pas leur retirer. Après Trucker, mais le niveau technique, il était d'une faiblesse. Le déchet, c'était. Leur centraux notamment. Moi, quand ils avaient le ballon, les deux. Catastrophe. Donc, c'est tout. C'était catastrophique. Frustrant, parce qu'effectivement au classement on pouvait être 4e, et voilà, mais bon, on n'a pas perdu. Julien, quel goût il vous laisse en bouche ce match ? Ça rejoint un peu tout ce qui est dit auparavant. Le problème de Rennes, et c'est le problème depuis 5, 10, 15 ans, c'est que dès qu'il y a un coup à faire au classement, il suffit de gagner pour prendre des places, s'installer durablement dans une partie de classement, et Rennes ne le fait pas. Et là, c'est frustrant à tout point de vue. Alors, pour revenir sur le match, sur les circonstances, sur le Havre qui truquait, qui a joué bloc bas, enfin, tout était frustrant, et on perd 2 points. Et 4 points contre le Havre. Donc oui, frustrant. L'arbitrage peut-être, le fait qu'il soit truqueur, il y a plein de choses qui fait qu'on sort du match, on est énervé, on a vibré pendant 10 minutes, et alors qu'on a vu un match haché, coupé sans arrêt, sans que Rennes puisse imprimer du rythme et mettre de l'intensité. Est-ce que Rennes méritait de le gagner, Manon ? C'est ça la question. Est-ce qu'on a toujours ce qu'on mérite dans le football, donc un nul, ou est-ce que, on va dire, s'il y a une morale, Rennes aurait dû le gagner ? Ouais, je pense que Rennes aurait dû le gagner par la maîtrise quand même globale du match. Après, la première était très décevante pour moi de la part des Rennais. Et dommage d'être encore un peu en réaction aussi. À chaque fois, revenir au score, c'est bien. Et forcément, on est frustré parce que sur les 10 dernières minutes, on croit carrément. Et il y a même eu un deuxième but. Ouais, il y en a eu 2 des buts refusés pour les Rennais. Alors, les 2 étaient bien en jeu, il n'y avait pas de doute. Mais... Il y avait les situations concrètement pour gagner le match. Donc, c'est dommage, mais bon, ils n'ont pas réussi à concrétiser ça. Donc, on reste sur un nul frustrant. Justement, la question que je voulais vous poser, Julien, vous l'avez déjà répondu, vous y avez déjà répondu. Pour vous tous, ces 2 points de perdus, j'ai l'impression de la manière dont vous en parlez. Pourtant, à un moment, vous avez 0 point dans ce match. Vous allez aussi en chercher un. Donc, comment on le juge, un point de gagné, 2 points de perdu, Alex ? Ouais, mais on doit pas être dans la situation, on doit rattraper le score en soi. Donc, pour moi... mais on s'y est mis, quoi. À un moment, il y a eu des erreurs aussi qui amènent au but. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est dommage, parce qu'on avait quand même la maîtrise du match. Et se retrouver à 1-0 pour le Havre, alors qu'ils n'ont rien montré. Enfin, par-ci, Samba quand même a fait quelques arrêts. Ouais, quand même, en première mi-temps. Et c'est vrai que Manon le disait, la première mi-temps rennaise, elle est pas bonne. Oui, mais au moment où c'est d'autant plus frustrant qu'au moment où le Havre marque son but, ils sortent pas. Ça fait 10 minutes que ça dégage de tous les côtés. Ils sont à l'agonie, et c'est la seule sortie où ils nous mettent en difficulté. Alors qu'effectivement, en première mi-temps, ils ont les 2 occasions les plus nettes de la première mi-temps, où à la limite, en première mi-temps, tu prends un but. Allez, pourquoi pas ? On a l'impression que c'est le premier ballon qui touche dans notre camp, en fait, leur première attaque quasiment de la deuxième période. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça veut pas ça. On n'est pas loin. On n'en est pas loin. Juste, on va écouter la réaction d'Anthony Rouault, si vous voulez bien, ça va nous permettre un petit peu de parler. On a déjà commencé à parler de ça, mais du comportement des Havrais. Écoutez Anthony Rouault, sa réaction sur son match, et écoutez-le bien, il met un petit tir au joueur du Havre à la fin de sa réponse. Dans les dernières minutes. Frustration parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on a bien entamé. Après, la deuxième partie, la première mi-temps, elle est pas bonne de notre part. On revient mieux en seconde, on a pas mal d'opportunités, on n'arrive pas à les mettre, on encaisse ce but.
Et on va retenir qu'à la fin, quand même, on revient à un partout aussi. Donc ça souligne un bel état d'esprit, même si on aurait préféré pas encaisser ce but ou en marquer plus d'entrée et arracher la victoire. Donc dans l'ensemble, frustration parce qu'il y avait la place de mieux faire. Et puis, même voilà, le match a été assez frustrant aussi. Beaucoup d'arrêts, beaucoup de. Bon, voilà. Donc, frustration. C'est vous qui êtes très violent ou c'est les Havrais qui sont très fragiles? Je sais pas, il faudra demander s'ils ont vraiment mal. Ils devraient avoir très mal ce soir, vu le nombre de fois qu'ils sont tombés. Mais bon, je pense que ça fait partie de leur, de leur tactique entre guillemets pour ce soir. Et voilà, on n'a pas su faire avec pour marquer plus de buts et emporter ce match. Vous aviez été particulièrement... Mais bon, c'est pas que à cause de ça non plus. Bon voilà, il se reprend quand même en disant c'est pas que à cause de Sant'Oniro, mais il le dit, vous devriez avoir très mal, Cyril. Oui, non, mais ils ont joué avec leurs armes, générosité, ils ont truqué, ils ont gagné du temps, ils ont. C'est ça, j'ai envie de dire. En fait, nous, on se positionne dans notre, on est là pour ça, dans notre rôle de supporter rennais aussi, mais de leur point de vue. Oui, non, mais ils sont revenus avec ce qu'ils sont venus chercher, à savoir un point. C'est là où sur la durée d'un match, l'arbitrage, même s'il n'y a pas d'erreur flagrante dans l'arbitrage, à un moment donné, quand il y a l'accumulation de comportements qui sont antisportifs, quand on sent un peu le football, on doit intervenir. C'est ça, parce que dans les faits... Donc on en parle maintenant, comme ça on l'évitera dans votre flop. On y va ? On se lance. Stéphanie Frappart, c'était votre flop. Oui, parce que alors, je pense très sincèrement qu'avec un arbitre qui sent le football, je pense qu'on aurait pu mettre fin à ce type de comportement. Ouais, plutôt. Et il peut y avoir un rapport de force qui s'inverse. Parce que là, jusqu'à la fin du match, ils ont été tranquilles. Ils ont eu ce comportement-là qui les a aidés à ramener ce point-là. Ouais, moi, je tiens quand même à dire parce pas de jaune en première mi-temps, je pense. Mais bien sûr. Et puis même Mpassi, il prend un jaune beaucoup trop tard. Voilà. Je trouve par rapport au temps qu'il met. Si elle le fait dès le début du match, je pense que la physionomie match, elle est peut-être. Donc c'est ça la subtilité. C'est quelquefois on voit des arbitres qui changent radicalement le résultat d'un match par des erreurs manifestes. Là, c'est pas le cas. Par contre, c'est toute son action sur 90 minutes qui change peut-être la physionomie. Et il y a quelque chose entre Stéphanie Frappart et le Roazhon Park. Elle se fait quand même siffler avant le match aussi. Je tiens à dire que je pense que ça la met pas dans les meilleures conditions aussi disposition. Non, mais elle doit passer au-dessus de ça peut-être, mais on peut imaginer. Et j'ai une collègue qui était au stade et qui m'a rapporté aussi des insultes sexistes. Et ça, je tiens à le dire. Je partage totalement votre avis sur son niveau d'arbitrage sur ce match. Voilà, on peut critiquer son arbitrage sans avoir... ça n'a rien à voir. À des insultes sexistes. Vous avez, Manon, vous aussi trouvé l'arbitrage Stéphanie Frappart pas bon, comme dit Cyril, peut-être qui n'a pas assez senti le foot, on va dire, sur certaines phases de jeu? Ouais, complètement. Puis je trouve que du coup, les Havrais, ils ont provoqué à chaque fois le coup de sifflet très rapide en fait de Mme Frappart. Et... Ils voyaient que dès qu'ils tombaient, il y avait sifflet. Il y avait faute. Donc du coup, les Havrais, ils ont joué avec ça et ça a rendu un match super haché et ça empêche la production de jeux, de foot, notamment des Rennais. Mais c'est ça. Donc c'est très, ils sont sortis agacés. En plus, on voyait l'agacement sur le terrain à cause des Havrais, donc la frustration sur le terrain des joueurs a empêché de la production du jeu. Exactement, parce qu'en fait, ces coups de sifflet permanents empêchaient Rennes de mettre du rythme. Je veux dire, on voulait enchaîner, on était en domination, et c'est en continuant à mettre du rythme, à enchaîner que vous allez gagner ces matchs-là, et là vous pouvez pas. Donc assez terrible. Julien, on est d'accord. Il vous a agacé, je pense, cet arbitre. Complètement, mais les joueurs Havrais, ils connaissent l'arbitrage de Mme Frappart, ils en ont joué, et le plan était bien ficelé, et puis comme effectivement elle a du mal à sentir un peu le jeu, laisser un peu d'avantage et pas siffler tout le temps, elle est très scolaire. On se renseigne un peu sur les arbitres, on les connaît. Enfin, je pense en Ligue 1, ils doivent savoir, mais genre Alex, vous-même à votre niveau, je sais pas, en N2, ça fait un bout de temps que vous y êtes, il y a peut-être des arbitres que vous revoyez. Oui, on les revoit souvent. Est-ce que des fois on se dit, tiens, lui, je sais qu'il peut siffler plus comme ça? Oui, forcément, après on connaît leur comportement. Après, il y en a, on peut discuter avec eux, d'autres pas. Donc après, Vous savez avec qui vous pouvez un petit peu... J'aime bien parler avec les arbitres, donc... Parler, juste. Oui, parler. Échanger, quoi. Exactement. Calmement, il y en a qui veulent pas, surtout, c'est ça le problème. C'est mieux quand on a le brassard, mais vous l'aviez, Châteaubriand, là on a le droit de parler, c'est la nouvelle règle. Juste, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce nul pour la suite? Je pose la question parce qu'on y reviendra en fin d'émission, mais on se projettera plus sur Lorient, mais là je me projette plus au sens large sur le gros calendrier qu'attend le Stade Rennais, parce qu'il y a un Lorient en forme, derrière on va à Monaco, derrière on va à Marseille en coupe, derrière on va à Lens, et derrière on reçoit le PSG. Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'avoir perdu ces 2 points au regard de
de la suite, Cyril? On a perdu pire en début de saison. On a perdu des points. C'est pas les 2 points les plus. Non. Ouais, voilà. Là, Non, on a parce dit que frustrant quand même, je suis d'accord, mais. C'est frustrant, mais on a tous joué contre des équipes qui se comportent comme ça, qui jouent bas, voilà. On sait que c'est pas facile. Donc c'est pas parce que c'est frustrant que on considère que le Stade Rennais n'a pas, en gros, est en faute. C'est pas le cas. Et c'est pas pour ça que ça remet en question pour moi la suite de la saison. Mentalement, ils sont plutôt à la hauteur puisqu'ils sont venus au score. Et puis on a aussi un gardien qui nous fait gagner des points, en tout cas qui nous fait il nous maintient perdre en vie voilà. dans des moments importants des matchs. Et je trouve quand même Brice Samba. Et quand on a ça dans son effectif, quand on a un gardien de ce niveau-là dans son effectif, je pense qu'on peut voyager, on peut voir haut. Julien, inquiet pour la suite avec le calendrier, comme je disais, sur ce nul ou... Pour la suite, parce qu'on va... on y viendra après, mais on va jouer Lorient qui est en pleine forme. 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. J'espère que Lorient sera un peu plus joueur que le Havre, puisqu'on a du mal, visiblement, avec les blocs bas. On a du mal à les percer, en tout cas. Donc, c'est vrai. Et puis quand on voit le calendrier qui arrive après, il y a de quoi être un peu inquiet. Mais bon, il faut garder la dynamique du Stade Rennais, qui a perdu que 3 matchs. Oui. Voilà, qui a une bonne défense, qui sait réagir, qui a du caractère. Donc, Moi, c'est marrant, je suis peut-être trop optimiste, pourtant, c'est pas forcément naturel, mais j'ai vu du positif. Moi, je trouve que cette équipe, elle veut pas mourir, elle veut pas perdre. On voit ça quand même dans cette fin de match, elle essaye d'aller le chercher. Et encore une fois, on l'a répété, ce sont les comportements après. Moi, en tout cas, ce match-là, moi, m'inquiète pas. Maintenant, je sais pas comment vous ressortez après de ce match, mais je me dis pas, ouh, là, c'est terrifiant pour la suite. Non, pas inquiète. Et puis encore une fois, c'est une équipe qui réussit pas au Stade Rennais cette année. Mais le Stade Rennais est capable, contre des équipes de plus haut au classement, de faire un coup. Donc, c'est ça, en fait. Nous, on va les perdre les points contre les petits. Et cette année, on les prend contre les gros. Ce qui n'est pas forcément trop notre ADN. Et si on veut être en Europe, de toute façon, il faut aussi faire des résultats contre des gros. Donc on va le faire, je pense. Ouais, vous êtes confiant, Monaco, Lens, on va les taper. Je sais pas si on va les taper, mais en tout cas, j'ai pas peur pour la suite, en tout cas. Non, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. Si, juste, on n'y est pas revenu, mais l'entrée de Kader Meïté, enfin les entrées, alors on y reviendra sur certaines dans les tops et les flops. Je voulais revenir en particulier sur lui, parce qu'après son match contre Chantilly, qui avait quand même été compliqué, est-ce que vous pensez que ce match-là, justement, a eu un impact, on va dire, sur cette entrée-là et sur ces 2 gros loupés, peut-être, Manon, ça pouvait lui rester dans la tête un peu Ouais, c'est possible. Après, c'est pas simple aussi de rentrer dans un match où on sait que on attend de lui qui débloque la situation. Il est jeune, quand même, faut pas l'oublier. Hyper jeune. C'est un 2007, rappelons-le. Il a 18 ans, il est dans l'année de ses 19. C'est ça. Et puis, c'est sûr qu'en ce moment, il est un petit peu dans le dur aussi, donc il le sait. Je pense, donc du coup pas facile et malheureusement il loupe des grosses occasions de revenir et de passer devant, mais c'est vrai que peu de confiance en lui pour la suite de la saison. Mais oui, ça va revenir pour Kader Meïté, vous n'êtes pas trop... Moi je pense que sa rentrée elle est à l'image de ce qu'il est. Je pense qu'il faut qu'il progresse dans sa concentration, dans son analyse du jeu, parce qu'il a quand même été souvent hors jeu. On voit que la prise d'info, elle n'est pas là. Avant de recevoir le ballon, etc. Et là, on marque, on égalise. Il est souvent en jeu, ça. Mais c'est un contexte général, je pense, pour lui. Alors, et à côté de ça, quand il fait son jump de la tête... sur le corner, il est imprenable. Mais en fait, il est déjà très grand et il a une détente sèche. Oui. Donc, sur ce match-là, on a tout. On a ce qu'il sait faire super bien et ce qu'il fait très mal. Donc, parce qu'on égalise, mais si lui vient prendre le ballon de la tête sur Mbolo, il est hors jeu. Ouais. Donc, après, il se procure aussi plein d'occasions. On peut aussi voir le positif dans son entraînement, Julien. Enfin, je sais pas comment vous situez sur Kader Meïté. Je rappelle quand même que quand il rentre, il se crée plein d'occasions. Et il y en a qui me l'ont cité dans les flops, on va en parler. Mais Le Paul, par exemple... Oui, alors attaquant il est quand même, il est quand même surpuissant. Oui, mais il se crée des occasions, c'est clair. Moi, ce que je vois, c'est sur le... C'est peut-être pas vrai, mais de ma fenêtre, je me dis, le match de Chantilly et celui-là où il était un peu plus en difficulté, on parle de Jacquet, on parle de rumeurs de transfert, on parle de plein de choses. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce que ça lui tourne pas la tête? Est-ce qu'il s'est pas mis la tête à l'envers tout seul? Je sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec Manon. Il est hyper jeune, il a encore largement le temps de progresser et il finit. Effectivement, il a des axes de progression. Moi, je pense qu'il a l'avenir devant lui. En plus, moi, il y a quelque chose que dit avant Cyril, juste que vous puissiez conclure sur Kader Meïté, ce que nous a dit Habib Beye après le match de Chantilly.
Kader Mité qui lui demande de lui-même à s'entraîner le lendemain, alors qu'en tant que titulaire, il avait jour off, soins, etc. Mais il n'y a pas entraînement. Qui demande lui-même à s'entraîner avec les autres. Habibé nous a dit qu'il avait fait une semaine géniale à l'entraînement, intense, beaucoup d'intensité, qu'il avait bien bossé. Déjà, je trouve dans la mentalité, c'est quand même assez rassurant sur ce jeune homme déjà dans son éthique de travail. L'entrée d'un profil comme lui, avec des qualités physiques quand même hors normes, sur une fin de match avec une équipe qui a défendu tout le match, pour moi c'est le minimum. Parce qu'on a quand même une défense qui est aux abois depuis un petit bout de temps, et se créer des occasions, c'est le minimum. D'accord. Je pense. Hein. Alex, sur Kader Mité, quelque chose à ajouter ? Non, je dirais après sur mes flops et mes tops. Ah oui, vous l'avez mis dedans, vous ? Exact. Voilà, on va en parler dans un instant. On s'y penche tout de suite. Les prestations individuelles des joueurs, les tops et les flops de ce Rennes-Le Havre. Les tops et les flops du lundi. Et on va démarrer par les tops. Vous me donnez simplement le nom que vous avez choisi les uns les autres pour démarrer. Puis vous connaissez, on va pouvoir élargir juste après. Alexandre. Samba et la rentrée de Ludo Blas. Samba et l'entrée de Ludovic Blas. Cyril Elgouache. Samba et... Vous m'avez mis juste Samba, mais si vous voulez en rajouter un, vous pouvez. En quoi ? En top. En top, Samba. En top, juste le top. Ouais, Samba. ouais. Samba également. Samba également pour Julien et Manon. Mbolo. Et Mbolo pour moi aussi. Donc on a du Samba et du Mbolo. Globalement, on a 2 Mbolo, Manon et moi. Le reste Samba, mais vu que vous en avez ajouté un petit peu plus, je propose qu'on parle de Blas déjà, de son entrée pour démarrer. Puis après, on ira sur les 2 hommes du match, Samba et Mbolo. Alexandre. Non, il a fait une passe D déjà. Donc très bonne rentrée. Il a amené du dynamisme. Il a fait bouger les choses, ce qu'on avait besoin, parce qu'on n'arrivait pas à bouger ce bloc bas. Donc non, j'ai bien aimé. Après, souvent, des fois, on dit qu'il est endormi, qu'il ne fait pas les efforts. Et là, quand il est rentré, on l'a vu courir. Même quand il a célébré, on a vu qu'il était content comme nous. Mais il a crié devant le public parce qu'il sait qu'il a fait une passe D. Donc, non, je suis très content de sa rentrée. Moi aussi. Et il y a des moments comme ça, Blas. Genre, il y a un moment où même, je me suis dit, on voyait tous ses partenaires lui donner les ballons. Il y avait vraiment le moment où il fallait les chercher. C'était en gros, on sait maintenant qui est le boss et qui est le joueur le plus technique de cette équipe. On a compris, vu son entrée, il aurait pu marquer aussi. Et d'ailleurs, je trouve Habib un peu dur en après-match avec Ludovic Blas. Il nous dit ouais, mais bon, il a un peu manqué de pression dans le dernier geste. Passe décisif quand même pour Ludovic Blas. Cyril, une très très belle rentrée. Et effectivement, il peut. C'est comme ça qu'on a envie de le voir tout le temps. Oui. Ah oui, c'est son problème, c'est l'inconstance. Ouais. Oui, c'est un peu ça maintenant, Ludovic Blas. On voudrait le... Ce qui est dommage, parce que c'est peut-être la seule patte un peu créative, technique de l'équipe. Quoi. Donc, il va y avoir un peu de concurrence. A priori, à arriver, Sébastien Zimanski, le Polonais, ça avancerait, semble-t-il, selon différents médias. C'est un profil un peu pareil, Alex. Et je pense qu'on aurait dû le mettre titulaire sur ce match-là. Et je suis assez d'accord. Parce qu'avec trop de milieux, trop défensifs... Mais est-ce qu'il l'avait mérité ? Peut-être après, oui, on n'est pas à l'entraînement, donc on ne sait pas ce qu'il fait. Mais avec une équipe comme Le Havre en face, il faut un créateur un peu, donc comme lui, et avec Merlin, Rongier et Camara, c'est un peu plus dur, quoi. Donc, je pense qu'on aurait pu le mettre. C'est ça. Il peut faire plus de différences individuelles, techniques, Ludovic Blas que les autres. Brice Samba, si vous voulez bien, désormais, Alexandre sur Brice Samba, quelque chose à dire décisif sur deux gros arrêts, je crois, en premier temps. Qui nous laisse à 0-0. Qui nous sauve, donc non, il n'y a rien à dire. Son jeu au pied. Il a été bien aussi sur le jeu au pied, là où des fois il peut être un petit peu en dessous. Cyril, vous êtes sur Brice Samba aussi. Ah oui, incontestable. La première situation est la plus difficile à aller chercher. La deuxième aussi, donc il nous maintient dans le match, alors que Le Havre a eu les 2 occasions les plus nettes en première mi-temps. Donc pour l'ensemble de son œuvre sur ce match-là, et puis sur la saison aussi. Franchement... le nombre de matchs où il nous maintient au moins en vie, il y a des arrêts décisifs en fait. C'est ce qu'on demande. C'est pas ce qui ressort le plus dans les stats, encore une fois je le dis à chaque fois on en parle, Brice Samba, c'est pas le gardien qui ressort le plus dans les stats en Ligue 1, mais c'est vrai que ces arrêts ils sont décisifs. C'est des arrêts vraiment... C'est ce qu'on attend d'un gardien de ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des ambitions, et on peut pas avoir d'ambition sans un gardien à ce niveau-là. Un grand gardien, un grand neuf, comme disait Roland Courbis, d'ailleurs le regretté il avait tellement raison. Un grand gardien, grand neuf. Souvent, ça vous aide pour faire une bonne saison. Et le reste, on se débrouille. Et 9 bouts de bois. Julien, juste quelque chose à ajouter sur Brice Samba que vous avez aussi mis en top. Effectivement, il nous laisse dans le match. 2 parades au début du match. Il sort même une frappe de Bouffal à la fin qui nous laisse encore dans le match.
Non, et puis quand on l'a vu arriver il y a un an, on s'est posé la question, on était tous surpris, on l'avait pas vu venir. Et finalement, il faut croire que il nous rapporte des points. Ouais, clairement. Manon, vous avez choisi Brel Mbolo. Pourquoi le Suisse ? Ouais, déjà buteur, donc important d'avoir marqué sur ce match-là. Et je trouve que justement, il n'a pas été aidé par l'arbitrage, souvent sanctionné pour sa protection de haut jeu, alors qu'il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou, quoi. Et- Il s'est fait siffler des fautes parce qu'il gagne des duels. Quoi. Ouais. Et je trouve que du coup, ça n'a peut-être pas rendu son match aussi bon que ça aurait dû l'être, parce qu'il méritait vraiment d'avoir plus d'occasions par ses... Il a quand même du poids devant, il a réussi à garder les ballons face au bloc Havrais, donc je trouve qu'il a quand même été généreux et pas aidé justement par l'arbitrage sur ce match. Ouais, on est d'accord. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. C'était exactement ce que j'aurais aimé. Très bien, tant mieux sur Brel Mbolo. Mais si, tiens, un petit truc sur son côté cadre aussi. On l'a vu à un moment, il y a eu un arrêt de jeu. Enfin, il y en a eu un. Il y en a eu beaucoup. Quelques-uns, ouais. Mais Habib Bey, les deux qui l'appellent pour transmettre les consignes au reste de l'équipe, c'est Rongier et Mbolo. Oui. Et je pense que Brel Mbolo est vraiment en train de s'imposer, en tout cas dans les joueurs de champ aujourd'hui, comme un cadre absolu. J'ai déjà dit ce que je sais de son attitude dans le vestiaire, de ce rôle à la fois de grand frère, de mec altruiste, rayonnant. Enfin, vraiment quelle pioche. Je pense qu'au-delà du joueur de foot, Rennes a aussi réussi à attirer un très bon humain. Dans Joueur son de vestiaire. Exactement. Le vestiaire, c'est important. Il en faut. Regretté à Monaco. Très regretté à Monaco. Ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Oui. Et tant pis pour eux. Et merci les gars. C'est vrai que Rongier très regretté à Marseille, Mbolo très regretté à Monaco. Je pense que il y a deux clubs qui se sont un petit peu trompés au moment de les laisser partir, mais bravo à Loïc Désiré aussi d'avoir réussi à attirer ces joueurs-là cet été. On va passer il y a des joueurs. Ouais. Je voulais parler aussi de, parce qu'on met deux top, mais j'aime beaucoup. On n'en parle pas souvent, mais Frankowski sur le côté. Quand il joue, de toute façon, techniquement, on voit le niveau de l'équipe s'élever. C'est un poste qui est un peu particulier, mais on se rend compte quand même que les situations en première mi-temps, quand il centre en première intention, lorsqu'on a Le Paul qui vient couper la trajectoire, il y a un truc, quoi. On parlait de belle patte, Manon disait ça en parlant de Blas. Lui aussi, c'est une belle patte quand même dans cette équipe. Il a un pied incroyable. Il a un joli pied droit, quoi. C'est rare que ça parte derrière le but comme d'autres parfois. Oui, c'est précieux. Et c'est tellement précieux, ça. Les flops désormais, vous allez chacun me donner le nom que vous avez choisi, un ou deux noms d'ailleurs, il y en a eu parfois. Alexandre, qui avez-vous choisi ? Le Paul et l'entrée de Maïté. Et Esteban Le Paul et l'entrée de Kader Meïté. Cyril ? C'est Madame Frappard. On a déjà un petit peu donné. Julien. Altamari pour Julien. Manon. Le Paul aussi. Le Paul également. Et je suis sur la même idée que Julien personnellement. J'ai choisi Moussa Altamari. On va commencer par vous, Alexandre. Esteban Le Paul. Ouais, comme on disait avec Mbolo, c'est que Mbolo a pesé sur la défense avraise. Alors Le Paul, je sais même pas s'il jouait, quoi. Sincèrement, je l'ai pas vu. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a une grosse occasion qui d'habitude il met et que là il met pas. Vrai, aussi, celle qu'il est au premier poteau qui aime pas. Donc s'il la met, peut-être qu'on dit pas ça aussi, mais comme il l'a pas mise, voilà. Mais en fait c'est ça les matchs de Le Paul. Ouais. On est obligé de le juger s'il marque. Enfin, par le fait qu'il marque ou non. Ça fait combien de matchs qu'il a pas marqué ? 8, non ? Il a marqué. Alors en fait depuis Strasbourg il a marqué qu'une fois. Depuis le triplé contre Strasbourg il a marqué qu'une fois. C'est Brest. Dans le lot doit y avoir une dizaine de matchs. Enfin 8 matchs peut-être. Vous avez raison. Mais... Donc ouais. Et en ce moment il est un peu absent. Donc je suis un peu déçu. Il court beaucoup, il fait des efforts, il n'y a aucun problème dans le comportement, mais il pèse pas assez, quoi. Il pèse pas assez. Manon, vous êtes sur Le Paul également, donc on vous écoute aussi sur c'est pareil, c'est sûr que c'est un attaquant. On attend de lui qu'il marque et c'est sa principale qualité en fait d'être vraiment dans la surface pour planter des buts. Et c'est vrai qu'en ce moment il le fait pas et c'est pas un joueur qui va peser sur une défense ou amener beaucoup d'occasions. Donc le peu qu'il a, s'il les rate, malheureusement c'est compliqué. Ouais, voilà, je crois que c'est Esteban Le Paul. Bien résumé de la part d'Alexandre et Manon, en tout cas sur sa forme actuelle, effectivement, qui est assez moyenne. Voilà, un buteur, il faut qu'il marque. Des fois, ça ne se joue à pas grand-chose. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Quand il a coupé la trajectoire sur le centre de Frankowski en première mi-temps, quand il se jette au premier poteau, j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose. Peut-être qu'il aurait entamé sa course avant. Et là, elle va au fond, quoi. Donc c'est la confiance de l'attaquant, c'est sentir les choses et c'est fragile. C'est très fragile, la confiance de numéro 9, même si Habib Bey nous dit qu'il continue à être énorme à l'entraînement et à toujours marquer dans des positions parfois très difficiles. Altamari pour vous, Julien. Il a été en difficulté. Alors autant il nous a porté sur certains matchs par son intensité dans ses courses. Et là, il n'était pas inspiré défensivement, offensivement. Il avait un client face à lui, Loïc Nego. Le système A5 derrière de Le Havre l'a bien gêné. Et non, il a pas existé. Il a tout fait à l'envers. Il a pris un carton jaune qui l'a
Un peu sorti du match. Complètement. Ouais, il y avait encore une fois quasiment pas faute. Hein. Il n'y avait rien, un geste d'énervement, sanctionné aussitôt. Ouais. Et alors qu'une réprimande aurait pu suffire, mais bon, en tout cas, ça l'a sorti de son match. Et non, ouais, pour ça, il manque de spontanéité parce qu'il n'a pas fait un centre en première. Et à un moment, il a une situation sur le côté, il peut centrer en une. Tout le monde était dans la surface, et Il non, revient. il s'est arrêté. Ouais, mais là, Et il n'était pas dans ce match. C'est exactement le mauvais Altamari. Il y a le bon et le mauvais Altamari. On avait le mauvais. Chasseur. Ce match, le bon, le mauvais Chasseur. Il a quand même la passe non décisive pour Kader Meïté. C'est quand même son débordement, on va dire, à mettre quand même à son crédit sur ce match-là. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Julien. En fait, il a aussi des problèmes de prise de balle, je trouve, d'orientation parfois quand il prend les ballons. Il veut se tourner immédiatement alors qu'il a un mec dans le dos. Enfin, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça que tu vas réussir à le passer. Donc voilà, préférer le Altamari des semaines précédentes, mais bon, c'est une mauvaise performance après beaucoup de très bonnes performances pour Moussa Altamari. Vous êtes prêts, messieurs, dames? C'est le moment que Cyril Lelgouache attend avec impatience dans le lundi, c'est Rosie. On va jouer le quiz tout de suite. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Et oui, le quiz avec le bâton de Bourbotte côté joueurs qui ont gagné la semaine dernière, qui d'ailleurs domine très clairement cette saison du lundi c'est Rosie. Je suis allé compter 10 victoires des anciens joueurs, 6 pour les supporters. Seulement cette saison. Donc très large domination des anciens joueurs cette bonne saison. dynamique. Très très bonne dynamique. Les Européens, que ouais, le jeu européen, vous avez même gagné le titre a priori si ça continue comme ça. Le thème, messieurs dames, les joueurs partis au mercato d'hiver dans l'histoire du Stade Rennais. Partis. Alors Jérémy Jacquet n'est pas parti, mais voilà, c'était. On va en parler dans un instant de Jérémy Jacquet. Donc on va voir des joueurs plus ou moins importants, quand même un minimum important pour que vous les trouviez, c'est mieux. Vous êtes prêts ? Allez, première question. Je vous rappelle, pour vous donner si vous voulez prendre la main, le nom de votre équipe. Manon, c'est votre première, donc je vous le dis. Donc vous dites supporter ou ancien joueur. Les gars, vous avez l'habitude pour prendre la main. Première question. Comme Jérémy Jacquet, je suis formé à Rennes. J'ai gagné la Coupe Gambardella là avec ma génération. J'ai récemment dîné avec Cyril Lelgouache. Je m'impose chez les pros sous les ordres de Frédéric Antonetti qui qualifie ma passe de passe Ligue des Champions. Supporter. Yann Mvila. Je l'avais depuis le début. Mais pourquoi vous l'avez pas ? Moi, j'attendais juste que tu finisses. Ah non, mais je peux. Vous pouvez m'interrompre au milieu. En face, ouais. Bon, 1-0 quand même pour les supporters. Vous avez tout à fait le droit de m'interrompre quand je fais des énoncés comme ça. Okay. Si vous pensez avoir la réponse, fallait le dire. Vous coupez. Ah ouais, bien sûr. Voilà, donc je suis un des joueurs qui profitera de Naïsna, des nombreux joueurs suspendus pour aller chez les Bleus en 2010. Mais malgré mon immense talent, c'est pour le Rubin Kazan que je m'en vais du Stade Rennais en janvier 2013. Deuxième question. Une photo de moi à la gare a fait le tour des réseaux sociaux à l'époque de mon départ. 6 mois après. Supporter. Matic. Nemanja Matic, évidemment. Bravo. 2-0 pour les supporters, il est bon Julien. Et oui, 6 mois après ma signature, j'entre en conflit avec le club pour des raisons liées à la scolarité de mon fils avant de m'excuser sur les réseaux. Le club m'autorisera finalement à signer à Lyon. Je suis Nemanja Matic. 2-0 pour les supporters. Troisième question. Je suis le dernier buteur de l'histoire du Stade Rennais en Ligue des Champions. Je quitterai pourtant le club 2 mois. Supporter. Rutter. Jorginho Rutter. Julien est en feu. Il a marqué le penalty pour les supporters contre Séville, absolument. Et il part 2 mois après ce penalty, donc qui est le dernier but du Stade Rennais dans sa grande histoire au Stade Rennais en Ligue des Champions. Cette grande histoire de 6 matchs. Donc c'était Rutter qui était parti, on s'en souvient, à Hoffenheim 2 mois après. Voilà, il était en fin de contrat 6 mois plus tard et on avait préféré le vendre pour un petit pécule. À l'époque, à Hoffenheim, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, donc il n'avait pas souhaité prolonger. 3-0, on va faire les 2 dernières questions pour du beurre. Non, il n'y a pas de règle. Je mets que des règles spéciales pour que vous gagniez. Ah oui, il n'y a pas de double, il n'y a pas de double et triple ou le but vainqueur à la fin. Ça, c'est que pour Fabrice Pinel, donc je le regarde Fabrice. Oui, quand tu es là, parfois je change un peu les règles, mais pour les autres, ce sont les vraies règles. On les fait pour du beurre. Arrivé à l'été 2021, tout avait bien commencé pour moi puisque j'ai marqué dès ma première en match officiel au Roazhon Park face à Lens à l'époque. Je réalise d'ailleurs un très bon début de saison. Supporter. Souleymana. Injouable Julien Boucher aujourd'hui. Oh, c'est facile. Ouais, c'était assez facile. C'était assez facile. Je réalise d'ailleurs un très bon début de saison en inscrivant un but sensationnel face à Metz, mais mon manque de maturité va finir par agacer, voire exaspérer Bruno Genesio qui me donnera de moins en moins de temps de jeu jusqu'à mon départ en janvier 2023.
pour Southampton. Dernière question. À nouveau un joueur formé à Rennes. Je quitte les bords de Vilaine pour la Première Ligue à l'été 2016. Il y a 10 ans, j'ai disputé depuis cette date 278 matchs dans le prétendu meilleur championnat du monde. J'évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite au Neom SC. Je suis un milieu relayeur box-to-box absolu. J'ai inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives en 92 matchs sous le maillot rennais. Je suis international malien. Supporter. Je suis Abdoulaye Doucouré. 5-0. 6. 6. Non, 5. Non, il y a 5 questions, donc a priori, La Manita. 5. C'est Julien Boucher qui a gagné le quiz, hein, Manon. Trop rapide pour moi. Franchement, c'est 5-0 pour Julien. C'est un score de padel. Bravo, On Julien. laisse les supporters dans le match, ça fait 11-7 maintenant. 10-7. 10-7, et oui. Pas bravo. Félicitations, ouais. Rien à dire. Merci Cyril. Oui, non, il y avait pas match. Julien Boucher était en feu. Allez, tout de suite, un coup de cœur et un gros débat sur Jérémy Jacquet dans le lundi, c'est Rosé. Le coup de cœur de la semaine. Mon réalisateur Thibaut Bourgeon qui me dit dans l'oreillette, ça rappelle un score auxerrois 5-0 parce qu'il est supporter de l'AGIA. Donc oui. vous vous rappelez de ce, Le quadruplé de ce 5-0, voilà, quadruplé de Djibril Cissé. l'AGIA Auxerre qui va descendre en Ligue 2. On les salue, évidemment. On te salue, Thibaut. Allez, le coup de cœur tout de suite. En tout cas, une question pour démarrer. Est-ce qu'on va revoir Jérémy Jacquet un jour sous le maillot rennais ? Une question qu'on peut se poser. En ce moment, il était suspendu face au Havre et on le sait, le défenseur est très courtisé par Chelsea qui est entré en contact avec le Stade Rennais. Les Blues seraient prêts à débourser des dizaines de millions d'euros pour s'attacher les services du prometteur défenseur rennais et ce, dès cet hiver. Lui-même serait pas insensible en tout cas à l'intérêt du club anglais et potentiellement prêt à partir lui aussi. Dès cet hiver, on a demandé à Habib Beye où on en était déjà de la situation et ce que ça lui inspirait, ce qu'il en pensait de ce possible départ, ce qui n'est pas fait évidemment, de Jérémy Jacquet juste après le match face au Havre. Écoutez l'entraîneur rennais. Forcément, aujourd'hui, lorsque vous avez des propositions de tel club, ça peut faire vaciller un petit peu partout. Moi, je suis très stable sur cette situation-là. J'estime qu'aujourd'hui, il est important et un joueur très important pour nos objectifs et que si demain, on venait à le laisser partir, il faudrait revoir ses objectifs à la baisse parce que c'est un joueur aujourd'hui qui est un joueur essentiel pour nous, qui est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe. Et donc, on doit savoir résister à ces approches-là. Après, il y a plusieurs paramètres que je ne maîtrise pas dans tout ça, mais je vous l'ai dit, pour moi aujourd'hui Jérémy Jacquet au but de ses performances et l'importance et on voit aujourd'hui qu'il nous manque quand même dans notre jeu, même si on a été stable défensivement, on a réussi à être efficace aussi défensivement dans nos relances, mais c'est un joueur très important, donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours, mais je pense qu'on est assez calme en tant que club sur cette situation. Voilà, Habib Beye assez calme, il dit quand même des choses assez importantes dans cet extrait. S'il venait à partir, j'estime qu'on devrait baisser les objectifs en gros qu'on m'a donné en début de saison notamment. Je vais commencer par les supporters, j'ai envie de savoir ce que ça vous inspire vous en tant que supporter justement du Stade Rennais, un possible départ de Jérémy Jacquet là, quand vous l'apprenez pour cet hiver. Manon. Compliqué parce que forcément c'est un joueur, comme l'a dit Habib Beye, super important pour le collectif. On parle aussi d'identité rennaise avec un joueur issu du centre de formation et qui fait pour l'instant une grosse saison. Moi je trouve ça toujours compliqué de partir en cours de saison en plus. Après si c'est à la volonté du joueur aussi c'est compliqué. Il faut essayer de voir comment faire pour le garder au moins pour atteindre justement les objectifs du club en fin de saison. Ouais. Club. On espère que le club les atteindra avec ou sans lui, peut-être avec. D'ailleurs, encore une fois, je le redis, mais ce débat, c'est une projection sur en tout cas ce qu'on se dit en ce moment autour de Jérémy Jacquet. Julien, votre ressenti sur ce cas Jacquet évidemment entre la fatalité qui fait que des offres comme ça pour un club comme Rennes, dans la situation des droits télé qu'il y a pu, ils seront peut-être obligés de l'accepter et bien contents de l'accepter. Maintenant, moi je comprends pas l'intérêt qu'il aurait d'aller à Chelsea en fait. Qu'il aille au Real Madrid, qu'il aille à Arsenal, qu'il aille à Liverpool dans un grand club, Chelsea il va être le 60e joueur de l'effectif pour être prêté à Strasbourg dans 6 mois. Non mais j'ai du mal. Après, c'est la destination qui vous pose problème. Oui, après. Par exemple, la même offre du Real Madrid là en. Ah oui, mais comme Kamavinga était parti là-bas, il n'y avait même pas de débat. Oui, mais c'était l'été qu'il était parti, Kamavinga. C'était l'été. Oui, en hiver. Oui, en hiver. Il y a 6 mois de saison aussi. Moi, j'espère vraiment, au fond, que M. Pinault dira non. No way, et voilà, on le garde encore 6 mois. Je pense qu'il a encore 6 mois à faire pour faire encore une belle saison, pour devenir un joueur aguerri de Ligue 1. Il a encore quelques matchs à faire.
avant de tenter sa chance évidemment à l'étranger. Il a le niveau, là, il n'y a pas de souci. Alex, vous avez vu sourire quand Julien disait que Chelsea, en gros, la destination. Non, je suis étonnante. d'accord. Je suis d'accord parce qu'à Chelsea, il y a plein de Français aussi à Chelsea qui sont partis là-bas. Ils jouent même plus en ce moment. Donc non, je trouve ça. Ouais, le club, j'aime pas trop. Après, voilà, c'est des choix, mais. Au-delà du club, Mais je pense qu'il doit. destination Non, ouais, de la destination. Après, je pense que il doit faire ces 6 derniers mois avec nous. Et après, il va voir. Et en plus, ça va augmenter aussi les enchères pour le Stade Rennais parce que je pense qu'il y a d'autres clubs que Chelsea qui vont être intéressés parce que c'est un joueur très performant. Donc pour moi, non, il doit rester jusqu'à la fin de saison et après, il verra son avenir. De toute façon, on sait qu'on va le perdre un jour. Donc, Oui, bien sûr. Je comme pense que beaucoup, cet été, on était tous un peu préparés à perdre Jérémy Jacquet cet été en plus. Oui. Je pense que ça posait pas trop de. Enfin, Non, mais c'est pas trop de soucis. C'est toujours embêtant de voir partir un de ses meilleurs joueurs, mais on l'imaginait. Non, mais Allez-y, ouais, Cyril. le principal problème dans tout ça, c'est pas la volonté du joueur, le fait qu'on vienne chasser nos jeunes joueurs ou qu'on ait besoin de vendre à un moment donné, c'est ce mercato d'hiver, quoi. Bah, c'est voilà. Donc, moi, je me place en tant que supporter de mon club et de cette équipe. Et effectivement, comme le dit Habib, il y a des objectifs aujourd'hui qu'on sent réalisables, qu'on peut obtenir. Et là, il y a ce mercato d'hiver qui vient nous foutre le chantier, quoi. Donc moi, c'est juste ça qui me... Ouais, ce qui vous frustre, c'est en fait... les règles du jeu... Et alors, mais pour appuyer là-dessus, en fait, c'est parce qu'il y a un club, en plus, dont on a déjà moqué, on va dire, la programmation sportive, avec tous ces Français qui jouent pas, qui s'est trompé encore une fois de plus, on va dire, cet été, et qui veut rattraper ça en prenant quelqu'un. Et vous êtes un peu le club qui a bien bossé, qui a bien formé le joueur, et vous vous retrouvez... Pardon, mais voilà, je pensais à une expression qui est une insulte et que je peux pas dire ici, mais vous faites avoir, quoi. Vous êtes le Stade Rennais, vous êtes le dindon de la farce, que vous avez bien bossé, qu'un autre club a mal bossé, en fait. Alors aujourd'hui, on le sait, parce que ça fait partie aujourd'hui de on va dire de la politique sportive du club, de s'appuyer sur. Ce sera une question aussi, mais on peut se lancer là-dessus. Sur le centre de formation, on sait que avec la baisse des droits télé, etc., le coût de formation d'un joueur et son prix de sortie fait vivre le club aujourd'hui. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en micro pour tous les Alex Leroyer qui coûtent très cher. Qui a coûté très très cher. Il faut à un moment donné, il faut bien vendre des grands joueurs, quoi. Ça compense. Il faut en vendre d'autres pour. Non, mais on le sait bien. On peut même imaginer survendre des jeunes joueurs parce qu'on a aujourd'hui cette image de club formateur et qui envoie des jeunes dans les grands clubs européens. Mais peut-être pas là. Oui, mais alors est-ce que ça vous satisfait en tant que supporter d'être devenu ça ? Parce que moi, il y a une autre question que je me pose. Alors, il n'est pas parti, encore une fois, je le redis, Jérémy Jacquet. Mais il y a une question que je me pose quand même. Arnaud Pouille en a parlé, ça a été les 125 ans du club, il s'est exprimé dans Ouest France, et il le dit, on en a parlé plein de fois dans cette émission aussi. L'identité du club, c'est la formation, on entend ça. Moi, je suis d'accord. Ouais. En plus, c'est lié à l'histoire de la ville aussi, club étudiant, ville étudiante, la formation, ça fait sens. Mais est-ce qu'on peut parler d'identité quand en fait, aujourd'hui, c'est un actif économique, votre principale source de revenus ? Est-ce que vous pouvez à la fois dire c'est notre identité, mais en fait, c'est aussi juste notre survie et c'est une identité, mais bien éphémère. Si l'identité, c'est la formation, c'est des joueurs qu'on voit passer 6 mois, 1 an, on n'a presque même pas le temps de s'y attacher aujourd'hui. Jusqu'où on va dans cette... parce qu'on a connu des clubs... alors, c'était des époques différentes, révolues, Nantes, Auxerre, etc., qui basaient tout sur la formation, mais jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, mais c'était pas la même époque où on pouvait casser un contrat au bout de 6 mois. Mais on rêve tous d'avoir une équipe avec que 100% de joueurs formés au club. Avec un gros centre de formation, on pourrait le faire. Quand on revoit par exemple, s'il n'y avait pas eu l'arrêt Bosman, imaginons, donc c'était ça, mais quand on revoit par exemple les générations formées entre 2000 et 2005 au Stade Rennais, dont Jérémy Jacquet fait partie, vous reprenez ces mecs-là, vous mettez l'équipe type au Stade Rennais, vous êtes podium de Ligue 1, quoi. Je pense. C'est toutes les équipes devaient faire en tout cas avec leur centre de formation. À qui vous en voudriez du coup si Jérémy Jacquet venait à partir ? Aux joueurs, au club qui aurait accepté, au Pinot, Julien ? Aux agents qui montent le bourrichon aux joueurs. C'est désespérant. Ouais. Mais non, mais franchement, s'il avait un bon agent sensé, il lui dit reste 6 mois et puis tu vas t'aguerrir, tu vas être européen avec Rennes et puis après tu pars. Non, là, ils sont tous en train de gratter à la porte pour... Ah, mais il a dans son histoire, il a quand même accepté d'aller se faire prêter à Clermont en Ligue 2. Donc, alors, je ne connais pas ses agents, mais... il a le même agent qu'Quentin Marlin et qu'Anthony Roux. Il a fait malgré tout, à ce moment-là, un bon choix. Un bon choix qui lui a permis, dans sa gestion de carrière, d'en arriver là aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas contre les agents spécifiquement de Jacquet. C'est en général, au final. Une situation comme ça devrait pas arriver en vrai. Manon, à qui vous en voudriez, vous alors vous étiez aussi, vous disiez oui sur les agents. Vous en voudriez pas au club, moi je le dis, voilà, si on le vendait, vous en voudriez pas quelqu'un au club? Si, forcément, parce que au vu des objectifs annoncés, on se dit que le club doit faire en sorte de retenir ses meilleurs joueurs. Donc forcément un petit peu au club. Après, c'est sûr, vu le contexte économique, comme disait Julien, et puis ça fait tourner un peu la tête des joueurs. Hein. Je pense qu'on lui propose aussi un contrat peut-être plus important. Donc forcément, c'est sûr. Je crois que les médias anglais disent que c'est du 400-500 000 par mois. Il triple quasiment, je pense, par rapport à ce qu'il a. On comprend que ça fasse tourner un peu la tête du club pour l'impact économique. Mais des joueurs aussi. Mais même sportivement, allez-y. J'allais dire surtout que son prix au mercato d'hiver va être le même plus, je pense, en fin de saison. Donc le Stade Rennais peut attendre, c'est ça que vous dites? Clairement. Il n'y a pas le risque. Son niveau va pas changer en 6 mois. Je pense pas non plus. Ça, c'est sûr, et même s'il faisait pas une très bonne deuxième partie de saison, je pense qu'il aura toujours des courses. C'est sûr et certain. Donc pour moi, ça reste la blessure quand même. Oui. Il peut se blesser à Chelsea aussi. Oui, mais nous, au moins, on aura fait nos 60 millions. Pardon. Oui, mais je dis nous, mais. Non, mais. C'est ce que. C'est l'aléa, c'est cet aléa-là, quoi. Mais c'est là où les agents appuient tout le temps sur le joueur. Un joueur, n'importe quel joueur, quand il a une offre d'un grand club avec une offre financière, etc., quand le joueur raisonne progression et dit moi je reste encore un peu dans mon club, etc., on appuie là où ça fait mal, c'est écoute, si demain tu te casses la jambe, la proposition que tu as là, tu l'auras pas dans 6 mois. Voilà. D'autant qu'à Chelsea, c'est le seul club qui met des contrats de 8 ans. Oui. Donc, comme le dit Cyril, vous pétez la jambe, vous êtes joueur de foot, vous avez 8 ans garantie de contrat quand même. C'est Alex, vous qui êtes à des niveaux inférieurs, enfin vous voyez, vous vivez du foot aussi. On est dans le confort, quoi. C'est clair, à un moment, c'est quand même leur métier. Mais bon. On a envie qu'il reste, Jérémy Jacquet? On n'est pas là. Est-ce qu'on peut être... Alors, je ne vais pas demander européen, on va dire top 6, je pense que c'est jouable sans Jérémy Jacquet. Est-ce qu'on peut être top 4 de Ligue 1 sans Jérémy Jacquet, selon vous? Très rapidement, Alex. Ça va être plus dur, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut le faire. Ouais. Ah, vous pensez que c'est jouable sans Jérémy Jacquet? Cyril? Non. Non plus. Non plus, Julien? Manon? Je pense que c'est jouable. Ah ouais? Ouais. Avec un Anthony Roux titulaire Ouais, il y a Aïd Boulal aussi qui va revenir. Donc, C'est vrai, je me demande si Aïd Boulal ne peut pas effectivement avoir ce poste d'axe-axe avec un Cédou à droite. Là aujourd'hui, on a quand même cette. Bon, il n'est pas parti, Jérémy Jacquet, je leur dis, parce que c'est vrai on a ce squelette d'équipe là qui est ultra performant, je trouve, entre son gardien, un défenseur central parmi les 3 qui est de très haut niveau, Rongier au milieu de terrain qui est un joueur très très intelligent, et Mbolo devant. On a ces 4 joueurs là qui représentent quand même l'ossature de cette équipe et je suis plutôt comme vous, Cyril. Moi, je pense que c'est pas la même musique. Absolument inatteignable sans Jérémy Jacquet. C'est le meilleur. Moi, je pense que c'est presque le meilleur joueur du Stade Rennais cette saison, ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit aussi dans le sportif. Il peut se dire aussi en allant à Chelsea, dans les raisons qui peuvent le pousser, est-ce qu'il n'a pas une chance d'aller à la Coupe du Monde en 4e défenseur? C'est pas interdit pour Jérémy Jacquet, entre le niveau qu'il montre actuellement, la position qui pour moi de 4e défenseur central de l'équipe de France n'est pas garantie à qui que ce soit aujourd'hui. Il peut se dire ça aussi. Il va jouer la Coupe d'Europe à Chelsea. Se dire quoi? Que Jacquet, lui, à la place du joueur, en partant à Chelsea, est-ce qu'il n'a pas une chance d'aller en 4e défenseur à la Coupe du Monde? Je sais pas si Deschamps il raisonne comme ça. Non. Je pense qu'il raisonne plutôt l'inverse. Je préfère prendre un Rami. Non. Vous allez me dire que Deschamps il raisonne plutôt genre il faut que Jérémy Jacquet reste au Stade Rennais. Didier Deschamps qui sélectionne jamais un mec qui joue à Rennes. Quasiment. Parce que je pense que se mettre en risque 6 mois, c'est dans ce sens-là que je raisonne. Se mettre en risque 6 mois, avant une grande compétition, je suis pas certain qu'il est très grand club quand même. Si vous jouez pas dans un grand club, vous allez pas en équipe de France. Est-ce qu'il va jouer pendant 6 mois à Chelsea? Il est sûr de jouer toute la saison. C'est son risque à lui, mais. Je pense pas qu'il apprécie les changements dans une année de compétition internationale. Bon, écoutez, on n'en est pas là. Surtout Jérémy, reste au Stade Rennais, effectivement, fait 6 mois de plus. On parle tu as l'Europe à tes pieds, Jérémy Jacquet. On parle pour rien. Mais non, mais si, il y a vraiment des attaques, je peux vous dire. En plus, pour le coup, on a l'info, effectivement, Chelsea est bien chaud et voilà. Il se posera forcément une question à un moment pour le Stade Rennais. Allez, tout de suite, très rapidement, on va parler de Lorient. C'est la prochaine réception du Stade Rennais le week-end prochain au Stade Rennais. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy.
Et ce sera samedi 17h, c'est la 19e journée au Roazhon Park. Rennes-Lorient. Lorient qui sort d'une victoire 3-1 du côté de Monaco, qui reste sur 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et mieux, qui est devenu la bête noire sans doute du Stade Rennais ces dernières années, avec 5 victoires de rang sur les confrontations Rennes-Lorient pour les Lorientais. Il faut se méfier de ces Lorientais. Je pense que là, la réponse avec le tableau que je viens de dresser, évidemment, oui, non, Cyril ? Alors, pour avoir vu Lorient, effectivement, au mois d'août, je les voyais plutôt descendre. Ah ouais, moi aussi, parce que le match à 9 contre 11 là-bas, ils étaient quand même honteux, hein, ouais. On peut le dire. Non, je pense qu'une équipe comme ça qui a 9 matchs sans défaite, à un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà. Forcément. Ils ont et les 5 victoires aussi, toutes ces séries-là, elles vont s'arrêter. Ouais. Non, je pense que c'est samedi. C'est pas possible. Je les vois pas autrement. Alexandre Leroyer, votre ancien club, le FC Lorient, hein Ouais. le Leroyer ICO, comment vous le voyez ? Non, je pense que oui, comme a dit Cyril, une série ça s'arrête un jour ou l'autre, de toute façon, dans tous les cas. Donc non, je suis assez confiant. Après, c'est vrai que Lorient, c'est une belle équipe, ça joue bien au foot. Mais ils me font pas si peur que ça non plus. Ça joue de mieux en mieux. En tout cas, il va falloir le gagner, si je puis me permettre, parce que, encore une fois, on le disait, derrière, Le calendrier est difficile. un gros calendrier. Manon, ce Rennes-Lorient, vous le voyez comment ? Impatiente déjà. De retourner au Roazhon Park. Voilà, c'est ça. Et puis, en espérant que Lorient joue aussi, parce que c'est vrai que Rennes y arrive mieux quand même face à des équipes qui jouent et qu'on a un beau match de foot. Et je pense que si c'est un match ouvert, Rennes a largement les capacités de remporter la rencontre. Inquiet au moment de recevoir Lorient, Julien, ou pas ? Si on va avoir les ambitions, les moyens de nos ambitions, quand on suit le discours de Habib Beye, il faut le gagner ce match-là, il n'y a pas à tortiller. Et non, inquiet, non, je pense qu'effectivement, Lorient sera plus joueur, je l'espère en tout cas, que le Havre, et donc ça peut faire nos affaires. Allez, on le souhaite, évidemment, pour le Stade Rennais de relancer la dynamique qui a été freinée un petit peu par ce match nul face au Havre, mais les Rennais restent aussi sur une longue série de matchs sans défaite également. Non, il y a eu Paris quand même au milieu, mais on a une belle série, on va dire, avec cette défaite contre Paris. Merci Alexandre Leroyer d'avoir fait la route Saint-Malo-Rennes. Merci Cyril d'avoir été là, président du Stade Rennais Historic Club. Merci Manon pour cette première. Merci beaucoup. Qui en appelle d'autres, j'espère. Avec grand plaisir. Manon, vous reviendrez. Et merci Julien, notre habitué, le grand vainqueur de Squeeze cette semaine. Merci d'avoir écouté ou regardé le lundi c'est Rosy. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube. Ça s'affiche là, je crois, quand vous me regardez. C'est ici qu'il faut cliquer, juste là. Merci de nous regarder également sur la plateforme France Télé, de nous écouter en podcast. Dans une semaine pour un prochain épisode du lundi c'est Rosy. Le lundi, c'est Rosy.